Parce qu'effectivement, les recherches dans le domaine des sciences humaines et sociales sont capitales, puisque la maladie de Parkinson, on l'a vu, a un énorme impact sur la vie au quotidien. Donc, professeur Marc Vérin, merci de me rejoindre. Neurologue, vous aussi. En 2016, France Parkinson a créé une commission sciences humaines et sociales pour favoriser le développement d'études dans ce secteur-là. Vous êtes l'un de ses membres. Pourquoi c'est si important de s'intéresser aux sciences humaines et sociales quand on parle de Parkinson? Jusqu'à présent, on disait, voilà, on va regarder effectivement le développement de l'alpha-synucléine, ce qui se passe dans le cerveau. Puis maintenant, on dit, il faut regarder ce qui se passe dans la vie, les implications dans la vraie vie. Tout à fait. Alors, évidemment, il est essentiel de stopper l'évolution de la maladie, et tout ce dont on vient de parler de sciences fondamentales, c'est une priorité, bien entendu. Mais en s'intéressant aux patients, quand j'étais petit, moi, étudiant en médecine, maladie de Parkinson, ça se résumait en quelque sorte, j'exagère un petit peu, mais à peine, aux symptômes moteurs, le tremblement, la kinésie, etc. Et puis, mais ça, c'est une évolution plus générale, pas seulement pour si on concerne une personne, mais pour les autres maladies. On s'était intéressé ensuite à l'environnement, et pas seulement aux symptômes propres de la maladie, mais à la qualité de vie, ce qu'on appelait tout à l'heure la qualité de vie. Et la qualité de vie, ça impacte bien entendu les symptômes, mais aussi l'environnement, mais aussi les émotions, mais aussi toute une série de dimensions qui n'ont plus rien à voir avec purement les symptômes moteurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont proposées? On va en avoir des exemples dans quelques secondes. Du côté des sciences humaines et sociales, en ce qui concerne la qualité de vie des personnes qui sont atteintes par la maladie. La qualité de vie est devenue, il y a des échelles, est devenue dans les essais thérapeutiques purs et durs, des médicamenteux même, et de stimulation cerebro-profonde, des techniques de haut degré de technicité, est devenu le gold standard pour montrer l'efficacité d'une technique. Vous voyez, donc ça ne se résume plus du tout à examiner les symptômes moteurs, pour ce qui est de la maladie de Parkinson, mais à la qualité de vie. Et le critère principal dans ces essais, c'est la qualité de vie. Donc, vous voyez, ça impacte la science dure, les sciences dures de recherche clinique, mais évidemment, il faut progresser dans la connaissance de ce qui concerne la qualité de vie des Parkinsoniens, ce qu'il y a autour de l'environnement, le familial, professionnel, etc. Et ça demande des recherches spécifiques. C'est un peu plus compliqué que la recherche fondamentale, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il y a la vie du patient, il y a ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il veut faire dans la vie, l'entourage, etc. Ce sont des paramètres multiples, multidimensionnels, et qui sont évidemment plus difficiles à contrôler que dans un essai clinique. Mais il faut, ce que je soulignais tout à l'heure, il faut avoir cette rigueur dans ce domaine-là des sciences humaines et sociales pour avancer et mieux comprendre les impacts que ça peut avoir la maladie de Parkinson sur ces domaines-là. Alors, on le disait, depuis un an, cette commission existe. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a eu le premier appel à projet. Appel à projet en 2017. 5 projets ont été retenus par la commission. Plus de 210 000 € ont été attribués à ces projets de recherche. On va découvrir ces projets de recherche en images, comme ça vous verrez exactement ce que l'on entend par études dans le domaine du champ social et humain. Et puis après, on se retrouve. Bonjour, je m'appelle Aurélien Troiseux, je suis anthropologue, et grâce au soutien de l'association France Parkinson, j'ai la possibilité de réaliser une recherche postdoctorale sur l'éducation thérapeutique du patient, afin d'en comprendre ses enjeux et ses spécificités. Une partie importante de cette étude concerne la participation des usagers, des proches et des associations dans le développement, mais aussi dans la mise en pratique de l'éducation thérapeutique pour la maladie de Parkinson. Le rôle de patient intervenant, sa formation et les relations avec les autres acteurs constituent un fil conducteur pertinent dans cette réflexion. Je vous remercie encore pour votre soutien. On va avoir une seconde étude, on va nous en présenter 4 comme ça à la suite. Une discipline associée de la Fédération française de judo, qui se pratique sur un tatami et dans un dojo. En japonais, Taiso signifie préparation du corps. Cette activité, accessible à tous, ludique, rythmée et douce à la fois, constitue un entraînement complet pour le corps. Cette méthode de préparation physique a pour objectif, d'une part, de renforcer le système musculaire antigravitaire, indispensable pour maintenir une bonne posture, d'autre part, d'augmenter la maîtrise de l'équilibre, de l'agilité et de la coordination motrice, et enfin, d'améliorer la souplesse, l'attention et la concentration. Elle permet aussi de travailler plus spécifiquement la sécurisation de la chute.
L'amélioration du bien-être, de l'estime de soi, de l'entretien du lien social sont aussi par ailleurs recherchés. Les cours sont adaptés aux besoins et aux caractéristiques propres de chaque pratiquant. Le travail s'effectue au sol ou debout, seul, à deux ou en groupe, sans ou avec certains outils de pratique, comme l'élastique, les bâtons ou les ballons. La pratique régulière du taïso dans la maladie de Parkinson doit permettre un travail de fond sur l'esprit et le corps, complémentaire à l'approche kinésithérapique. Une étude de preuve de concept sur l'intérêt de la pratique dans la maladie de Parkinson et financée en partie par l'association France Parkinson va débuter sur Angers en octobre 2018. Voilà, on va découvrir deux autres projets qui sont soutenus cette année par l'association France Parkinson. Donc le pôle Saint-Hélier est un établissement de rééducation fortement orienté sur la rééducation neurologique. Nous avons développé dans ce cadre plusieurs approches assez innovantes dans la prise en charge du Parkinson, en s'appuyant sur les nouvelles technologies, la télémédecine, les serious games, dans le but d'améliorer la prise en charge et notamment de travailler vraiment sur ce principe d'auto-rééducation qui peut permettre aux patients de maintenir une autonomie tout à fait satisfaisante, tout en continuant à travailler sur des protocoles de rééducation poussés au domicile avec un coaching qui peut se faire par télérééducation également. Voilà, et puis dernier projet avec Pascal Antoine. Antoine, professeur de psychologie, laboratoire Scalab à l'Université de Lille. Grâce à France Parkinson, nous menons une étude auprès de couples dont un des deux partenaires est touché par la maladie. Notre objectif, c'est de comprendre les processus qui détériorent la qualité de vie des deux conjoints et ceux qui, au contraire, participent à la résilience du couple. C'est un projet qui est mené en collaboration avec le service du professeur Defebvre et avec le professeur Dujardin au CHRU de Lille. Les résultats serviront de base en clinique à terme pour repérer, le cas échéant, accompagner des couples qui seraient en difficulté. Cette recherche ne pourrait être menée sans le financement de France Parkinson que nous remercions chaleureusement. Alors on vient de le voir, professeur, ces projets de recherche concernent des domaines très différents. On a vu, il y avait l'éducation thérapeutique du patient, il y avait le taïso, il y avait ces problèmes de couple. C'est important cette hétérogénéité des recherches dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales. Oui, parce que les domaines sont multiples. On a parlé de l'interaction sociale, on a parlé de la connaissance qu'on a de soi, de sa maladie, on a parlé d'estime de soi. Tous ces éléments-là ont un rôle absolument essentiel pour ce qu'on appelle globalement la qualité de vie. Donc il faut savoir les aborder, et c'est vrai que c'est vaste. Alors, par exemple, l'éducation thérapeutique, on a l'impression qu'on sait tout déjà sur l'éducation thérapeutique du patient. Alors c'est très à la mode, mais heureusement à la mode, pour le coup. Il y a des choses qui sont parfois à la mode, pas forcément à bon escient. Là, ça l'est. Et quand on a dans les centres experts au quotidien et que l'on voit le bénéfice que ça a apporté, la prise en charge en éducation thérapeutique pour les thérapeutiques certes de haute technicité, où là il en faut vraiment pour les pompes à morphine, la stimulation, le système Diodopa, etc. Mais aussi pour le quotidien, de savoir ce qu'il faut faire, ne pas faire, les conseils d'éducation physique, d'exercice, dont on a parlé beaucoup tout à l'heure. Tout ça relève de l'éducation thérapeutique. Il faut dire les choses, redire les choses pour qu'elles soient intégrées. Et c'est maintenant, on le sait, un élément majeur pour améliorer la qualité de vie. Alors tout à l'heure avec le professeur Damier, je parlais du taïso, on voit qu'il y a une étude qui est consacrée. Ça veut dire que finalement, vous êtes prudent, vous ne faites pas d'affirmation avant d'avoir vérifié scientifiquement. Alors, il y a deux raisons pour ça. C'est d'une part, avant effectivement, de développer des thérapeutiques alternatives comme ça, il faut en démontrer l'efficacité, sinon on fait n'importe quoi. Et puis deuxièmement, ça c'est un point très important, surtout, je dirais, depuis quelques années et encore plus maintenant, où il y a des sous, mais pas suffisamment, il faut les distribuer de manière intelligente. Quand on veut qu'une thérapeutique puisse se développer, il faut en démontrer l'efficacité pour qu'elle puisse être cotée, comme on dit, et financée. Voilà. Et donc là, et c'est normal, la société donne des sous, elle a besoin de savoir si c'est à bon escient, et pour que ce soit à bon escient, il faut démontrer que ça marche, avec un haut niveau de preuve. Voilà. Alors j'ai dit tout à l'heure que vous aviez financé 5 projets, on en a vu 4, on va appeler Marcelin Dupart, qui est
à l'origine du 5e projet. Vous êtes post-doctorant en psychologie à l'Université de Bordeaux et vous allez nous parler donc de ce projet qui va, je pense, pas mal vous intéresser parce que ça concerne la stigmatisation et l'autostigmatisation autour de la maladie de Parkinson. Vous avez reçu 50 000 euros, vous les avez peut-être reçus ou vous allez les recevoir, je ne sais pas si le chèque est arrivé ou pas encore, vous les avez reçus. Donc, premier objectif de votre étude, voir quelles sont les représentations sociales de la maladie de Parkinson chez des personnes qui ne sont pas malades. Donc, vous avez adressé des questionnaires. Oui, tout à fait. Donc, je m'intéresse à la stigmatisation et donc l'autostigmatisation de la maladie de Parkinson. Et je m'intéresse aussi, en fait, globalement, l'objectif de ce projet, c'est de s'intéresser à l'impact que cela pourrait avoir sur la qualité de vie dont on parlait, et aussi sur la cognition et l'aspect émotionnel de ces personnes. Et donc, pour parler de stigmatisation, la littérature, en tout cas ma connaissance actuellement, est très pauvre sur la maladie de Parkinson. C'est pourquoi on a débuté une enquête en ligne, ou peut-être vous avez peut-être vu passer ce questionnaire et vous y avez peut-être répondu, et si c'est le cas, je vous en remercie, où on s'intéressait aux connaissances des personnes, du grand public sur la maladie de Parkinson, aussi sur leurs inquiétudes qu'ils pourraient avoir si un jour ils devaient avoir la maladie de Parkinson, ou encore sur leurs associations libres, qu'est-ce qu'ils en pensent, quels sont les termes qui leur viennent à l'esprit, et qu'est-ce qu'ils imaginent de la qualité de vie d'une personne vivant avec la maladie de Parkinson. Alors évidemment, votre étude est en cours, on n'a donc pas les résultats, mais qu'est-ce qu'ils ont comme vision, le grand public? Allez, en premier jet, là. Allez, comme ça, ce qu'ils pensent est plutôt juste, mais en termes quantitatifs est plutôt moindre. Ils ont une vision assez classique, c'est-à-dire qu'ils associent facilement la maladie de Parkinson au tremblement, à une maladie cérébrale et à une maladie qui affecterait en majorité des personnes âgées. Voilà la vision globale de ces personnes. Mais quand il s'agit de questionner sur les effets des traitements, les effets de l'exercice physique, ou encore, si on discute avec eux du diagnostic, là, il y a beaucoup plus d'incertitudes et de méconnaissances sur la maladie. Alors, ce même questionnaire, ou un autre, en tout cas, vous avez aussi posé des questions à des personnes qui, elles, sont atteintes par la maladie. Qu'est-ce que vous cherchiez à déterminer par ce questionnaire ? Alors là, c'était les mêmes questionnaires, mais tournés différemment, où je demandais aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson de se positionner à la place des personnes qui n'ont pas cette maladie et d'imaginer quelles auraient été leurs réponses à ces questionnaires. Donc là, c'était plus pour recueillir le regard perçu par les personnes vivant avec la maladie, le regard perçu de celui des autres, en fait, voilà, des personnes non malades. Alors justement, cette stigmatisation des personnes malades peut-elle influer sur la qualité de vie, puisqu'on parlait de qualité de vie tout à l'heure ? Ça, c'est la grande question à laquelle je vais essayer de répondre au cours de ce projet. L'hypothèse, c'est que oui, il pourrait y avoir un effet, et l'intérêt d'avoir capté ce regard chez les personnes vivant avec la maladie de Parkinson et de le confronter au regard des personnes qui ne vivent pas avec la maladie de Parkinson, c'est justement de voir à quel point nous avons des convergences dans les visions, mais aussi des divergences, et du coup essayer de comprendre et d'amener tant les personnes vivant sans la maladie que les personnes vivant avec vers un terrain commun autour de la vision de la maladie. Alors, la dimension d'autostigmatisation de la maladie par les patients eux-mêmes, par les personnes malades, c'est quand même nouveau, ça. Alors, c'est nouveau dans la maladie de Parkinson, oui, mais c'est quelque chose qui a été développé auprès de personnes vivant avec la schizophrénie. Et il y a beaucoup de travaux récents qui sont sur ce concept d'autostigmatisation, et justement travailler sur le regard qui stigmatise, et aussi ce fait de s'attribuer soi-même un regard. On a vu qu'en travaillant sur ces dimensions, en les rendant plus positives, alors on a un bienfait chez les patients schizophrènes, notamment en ce qui concerne leur récidive, ou ne serait-ce que la prise du traitement et la continuité dans l'évolution thérapeutique. Est-ce que ça veut dire qu'auprès des malades parkinsoniens, il y a un véritable travail de pédagogie à faire, et aussi auprès du grand public, bien sûr ? Exactement, auprès du grand public, et puis discuter aussi avec les patients. Il y a ce travail à faire. Il est nouveau, ou en tout cas à ma connaissance il l'est. C'est pour ça qu'on essaie de déjà
ouvrir ce chemin-là en vue de mieux comprendre tous les enjeux qu'il peut y avoir et communiquer un maximum sur et les méconnaissances actuelles du grand public et comment agir dessus. Finalement, quand je regarde le slogan « En changeant le regard », l'association a déjà conclu votre étude avant même que vous l'ayez faite. Ouais, alors ça c'est un grand hasard ça. C'était pas voulu. Non, c'était pas voulu, c'est vraiment tombé au hasard. Moi, le projet est né, je travaille sur la maladie de Parkinson depuis quelques années durant ma thèse, et avec le Centre Expert Parkinson de Bordeaux et le neuropsychologue, on s'est posé des questions, et cet appel à projet nous intéressait, et nous sommes partis vraiment sur la dynamique du social, et comment ce social pouvait être amélioré, et comment on pouvait essayer d'apporter des éléments de réponse pour favoriser le lien social chez les patients. Et voilà, nous sommes partis sur stigmatisation et autostigmatisation qui tombaient plutôt bien. Alors, professeur Vérin, vous dites souvent, je vais vous demander de passer le micro une seconde, que ce qui impacte le plus la qualité de vie d'un malade, c'est la honte, c'est l'image qu'il renvoie. Vous dites ça pourquoi? Parce que véritablement, vous ressentez dans ce que vous racontent les malades, on va le dire clairement. Moi, par exemple, j'ai interviewé des malades qui disaient « j'étais dans la rue, je titubais ». Je me rappelle en particulier d'un malade qui m'a dit il y avait une dame à côté de moi avec son petit enfant et qui a dit à son enfant regarde pas le monsieur, il est ivre. Oui. Ça, c'est une situation qui est vécue souvent. Tout à fait. Et qui, alors, à grande échelle, si vous voulez, on parlait d'essais cliniques tout à l'heure, les échelles de qualité de vie qu'on utilise, celle qui est utilisée principalement, qui s'appelle la PNQ39, il y a un des domaines qui s'appelle, en termes anglo-saxons, stigma, ce qui veut dire en France la honte. Hein. Et ce domaine-là est très très élevé. Enfin, l'altération de la qualité de vie est très fortement impactée par ce domaine-là. Donc c'est quelque chose qui effectivement que l'on ressent en consultation, hein, dans ce que nous racontent les personnes, et c'est une réalité universelle, je puis dire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les essais cliniques de haut niveau de preuve, de type stimulation cerveau-frontal, par exemple, hein, ou d'autres techniques comme cela, ce qui bouge le plus et le plus vite, c'est ça, c'est le stigma, c'est-à-dire la honte. Les gens vont mieux parce que la honte a disparu. Alors justement, quand on renvoie une image et qu'on a l'impression qu'on renvoie une image de honte, est-ce que l'art-thérapie ne peut pas jouer un grand rôle là-dedans? Parce que finalement, on se met à produire quelque chose de créatif, quelque chose de beau, quelque chose de positif. Tout à fait. Alors ça paraît évident, quand on crée du beau, Et puis qu'est-ce que le beau, hein? Mais on ne va pas commencer là-dessus. Alors, créer, simplement. Il ne s'agit pas de faire des chefs-d'œuvre. Hein. Tout le monde ne s'appelle pas Picasso. Mais simplement créer et se prouver à soi-même qu'on est capable de créer et de faire du beau, ou ce que l'on pense être du beau, peu importe, on s'en fiche dans le fond. Eh bien, créer du plaisir et créer du bien-être. Voilà. Et en jargon psychiatrique, on appelle ça, ou psychologique, c'est un renarcissisme, oui, c'est un terme un peu, mais ça veut dire qu'on retrouve de l'estime de soi. Et ça, cet élément-là, bon, c'est bien d'un point de vue d'ordre psychologique, si vous voulez, mais d'un point de vue neuroscientifique, quand on va dans les circuits qui sont impactés dans le plaisir, dans la motivation, etc., le fait de réactiver ces circuits-là est un élément très important. Donc ça a du sens, si vous voulez, sur le plan psychologique, comme ça, pour tout un chacun, mais ça a aussi du vrai sens sur le plan neuroscientifique. Il est important de réactiver ces circuits-là, d'autant plus que dans la maladie de Parkinson, ces circuits-là ne fonctionnent pas bien. Donc, tout à l'heure, on disait il faut faire de l'activité physique, vous dites il faut faire de l'art-thérapie. Probablement, et il serait intéressant, de même qu'on parlait de sophrologie, de même qu'on parle de taïso, de même qu'on a parlé de tai chi, d'en montrer l'efficacité avec un haut niveau de preuve, et de pouvoir faire en sorte que dans les centres experts et ailleurs, des art-thérapeutes puissent être financés. Il y aura peut-être des projets de recherche l'année prochaine là-dessus. On espère. Hein? On lance l'appel.